Il s'appelle Dong, un protagoniste faible et moqué à l'école. Mais un jour, il est piégé dans son jeu préféré, devenant le squelette le plus faible de ce nouveau monde et devant beaucoup souffrir. L'histoire débute quand, après les cours et isolé dans sa chambre, il prend son après-midi. Lors d'une partie tout à fait normale avec ses camarades, où ils ont pour mission d'éliminer des milliers de slimes de niveau 1, cependant comme c'était ennuyeux de les tuer un par un. Le prota-chef élabore une stratégie pour attirer les petites créatures avec de l'appât et les éliminer d'une seule attaque. Et c'est tellement efficace que, dès l'après-midi, ils ont déjà terminé la mission de rang 31. Le problème pour lui, c'est que lorsque chacun reçoit son coffre, les autres obtiennent des armures ou des objets précieux. Le protagoniste ne trouve que le message du jeu l'invitant à faire partie de ce monde. Alors il pense que c'est une blague, mais en rejetant le message, il est aspiré par un vortex vers une autre zone de la carte. Mais pas comme un joueur, mais comme la créature personnage non-joueur la plus faible de tout ce monde fantastique. Et avec la surprise que, n'ayant pas d'inventaire, il ne peut pas retourner à sa vie réelle. Tout est un chaos pour lui. En plus maintenant, il ne peut même pas vaincre un seul slime de niveau 1. Malgré tout, le prota est un stratège chevronné et possède quelques astuces grâce à son expérience du jeu. Comment faire en sorte que ces joueurs novices se battent contre les gobelins qu'il ne peut pas encore vaincre? Il se contente de gagner de l'expérience via les assistances, c'est-à-dire en ayant initié la bataille. C'est ainsi qu'il atteint le niveau 2, ce qui est rare pour ce type de personnage non joueur. Il parvient même à prendre quelques sbires, y compris le slime qu'il a vaincu. Ainsi, cette anomalie attire l'attention des joueurs de la capitale. Le chevalier vu au début, chargé d'humilier et tuer Rimuru à plusieurs reprises. C'est pourquoi le nouvel objectif de Rimuru est de devenir suffisamment puissant pour vaincre le chevalier. Ainsi, durant son séjour en forêt, Rimuru élimine diverses bêtes pour augmenter ses statistiques, atteignant le niveau 20 avec des gobelins. Cependant, il sait que son avenir est en ville. Il ne peut pas encore y accéder car il reste un personnage non joueur. Il doit donc trouver une autre solution. Nous faisons aussi la connaissance de Lin, nouvelle joueuse, et découvrons avec elle l'immense arbre de compétences du jeu. Elle choisit alors de devenir invocatrice de niveau 1 pour une raison inconnue. Ou bien est-ce que les personnages non joueurs de la forêt deviennent trop puissants pour ces novices? Tout cela parce que le prota est en train de former une communauté de squelettes, de gobelins et tout ce que tu veux, à qui il fait monter de niveau, les rendant forts et intelligents. Même dans des quêtes qui étaient faites exclusivement pour les joueurs, il casse le jeu, même si parfois c'est d'une manière étrange. Désormais, tant que le prota a sa propre escouade, avec laquelle il gagne aussi beaucoup d'argent, ici il choisit de laisser les personnages non joueurs évoluer seuls. Il prend sa part des gains et cherche un autre moyen de devenir le plus fort. Mais maintenant, en ville, pour cela, il tombe justement sur le terrain des invocateurs, où se trouve la petite Lin en tant que débutante qui ne comprend rien. Ainsi, en le voyant, il choisit de l'utiliser pour ses plans. Et comme il est un personnage non joueur, il finit par faire en sorte que la jeune fille l'adopte par accident. Au début, elle refuse, puis réalise comment. Le protagoniste possède des connaissances sur le jeu qui pourraient lui servir, sans savoir que cela l'avantage en réalité. Il a désormais une maîtresse qui lui ouvre les portes du royaume. Il réalise qu'il peut bien s'entendre avec cette fille à sa façon. Le problème, c'est qu'ils ignorent encore être surveillés par ce mystérieux duo apparemment puissant. Mais pour l'instant, ils continuent avec leur objectif qui, cette fois, est de monter de niveau le plus rapidement possible. D'abord, Dong va au temple des professions pour changer la profession de son personnage non-joueur elfe vampire. Évidemment, c'est avec une apparence plus imposante, mais avec un nouveau message du système. En lui expliquant que tout est décidé par une personne clé du jeu, il reste pensif. Le duo mystérieux, sous une nouvelle apparence, tente de persuader Lin que le protagoniste l'utilise. Une fois ce qu'il veut obtenu, il la quittera. Pourtant, cette fille naïve se contente d'être très triste. Mais c'est ici que, avec sa nouvelle apparence, il ne se contente pas seulement de clarifier ses intentions à la fille, il lui jure aussi de ne jamais l'abandonner. Donc il n'y a pas de mal pour le duo mystérieux. Ainsi, pour l'instant, les protagonistes profitent un peu de la ville, jusqu'à ce qu'ils passent un examen pour sélectionner les meilleurs du royaume. Et pourquoi ne pas gagner des récompenses? Quelque chose attire l'attention de Lin, qui se sent maintenant confiante avec Dong comme animal de compagnie. Le problème, c'est que lorsqu'ils vont s'inscrire, le chevalier objectif du protagoniste tente de rabaisser la fille et de l'intégrer à son groupe. Le protagoniste le défend, et bien que ce soit un animal de compagnie, il défie le chevalier. Il le défie en duel, et fort de son niveau 34, le bat aisément.
En fait, il perd tout le respect de la ville, car son adversaire n'est rien d'autre qu'un personnage non-joueur. La vie s'améliore pour les protagonistes, surtout après avoir sauvé cette blonde grincheuse. Celle-ci le récompense avec un manuel qui contient les meilleures astuces pour l'examen à venir. On voit d'abord l'un s'attacher davantage au protagoniste, qu'elle considère toujours comme virtuel. Il aime en apprendre sur lui, comme le fait qu'il soit le chef d'une communauté de bêtes qui, en ce moment, progresse énormément dans la forêt. En seulement 3 jours, alors Dawn met la fille à l'aise, même s'il n'a pas l'intention de lui révéler qu'il est aussi un joueur, et il ne le peut pas non plus. Cependant, il pense qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui attendent son retour dans le monde réel. Mais sa famille ne pourrait pas être plus heureuse qu'il ait disparu. Et à son travail, il est plus remplaçable que n'importe qui d'autre. Mais le type est fort et pour l'instant, il confie la fille à ses subordonnés. Pendant ce temps, lui, enfin, peut utiliser ses compétences de vampire pour gagner quelques niveaux. La tâche devenant plus facile, le protagoniste s'isole quelques jours en forêt. Et nous avons un problème avec l'un qui se sent abandonné par le protagoniste. Même lorsqu'elle quitte le jeu et retrouve son ami dans la vie réelle, elle lui raconte qu'il y a un personnage non-joueur dans son jeu préféré qu'il ignore. C'est assez fou, mais cela ne laisse pas cette fille tranquille. Cela dit, quand elle retourne dans le jeu et que le protagoniste termine justement son entraînement. Elle cherche rapidement l'un, lui explique tout ce qui s'est passé et au passage lui donne quelques objets précieux qu'elle a collectés sur les bêtes les plus puissantes. Et ici, après tout le processus d'enregistrement, les protagonistes reçoivent un message leur disant qu'ils ont été acceptés et qu'en plus, ils occupent la 8e place parmi les plus puissants. Car même si la fille est au niveau 10, le protagoniste dépasse le rang 40, ce qui finit par les aider. Parce que les gens commencent à les remarquer à cause de leur apparence. De plus, à l'entrée de l'endroit, ils tombent sur la blonde d'avant, qui s'avère aussi être une guerrière importante, avec des bras mécaniques. Mais ici, ils sont accueillis à l'événement par le légendaire Maître King, qui est plus raide que n'importe qui, mais c'est le plus puissant de la région. Alors on leur explique que l'examen consiste en 3 épreuves, une de collecte, une d'habileté, et la dernière d'invocation. Pour cela, malgré le fait d'avoir de si grandes équipes comme rivales et d'appartenir à des familles si importantes, le protagoniste décide de s'occuper lui-même de la collecte d'une sorte de queue. Pendant que les filles gèrent l'épreuve d'habileté, la blonde paraît la plus utile avec ses bras mécaniques. Le problème, c'est qu'ils sont toujours observés par le duo étrange d'avant, qui cette fois-ci s'en prend au protagoniste. Mais cette épreuve s'avère être une promenade pour Donkey, avec son niveau 60. Comme une bête en un instant, il accomplit les objectifs nécessaires, car non seulement sa force, mais aussi ses stratégies sont supérieures. Profitant de son temps libre, il décide de gagner un peu d'argent. Alors il commence à harceler d'autres joueurs, leur vendant l'opportunité de passer l'épreuve, mais à des prix excessifs. Cependant, cela finit par marcher pour lui, car il semble intimider ses clients potentiels. Même ici, le chat mystérieux finit aussi par se faire arnaquer. Et ils essaient d'utiliser leurs compétences pour obtenir les engrenages lors d'une épreuve qui consiste à assembler différents artefacts. Donc ça se passe plutôt bien, le problème c'est que Dawn, après avoir rempli le compte de sa propriétaire avec les pièces d'eau de personne, il tombe sur un rival qui faisait exactement la même chose. Cet acte n'est pas interdit par les règles, il est juste dégoûtant. Alors qu'on pensait qu'ils allaient avoir une grande dispute pour garder les clients, il s'avère que ces deux-là, à la dernière minute, finissent par s'allier. Pour voler encore plus, ils utilisent des stratégies et des mises en scène pour convaincre les gens d'acheter des objets dont ils n'ont même plus besoin. Tout ce succès et la popularité croissante du protagoniste commencent à attirer l'attention des grands acteurs du secteur, qui se trouvent dans la région, qui, sans trop comprendre, accordent du respect au protagoniste pour ce qu'il accomplit, même s'il n'est que le personnage non-joueur, la mascotte d'une participante. De ce que nous connaîtrons plus tard comme les divinités des ténèbres. Le fait est qu'au milieu de ces grands joueurs, ils reçoivent la visite de la millionnaire qui veut acheter des objets de l'épreuve. Et elle finit par tout prendre, car pour elle, l'argent n'a aucune importance. Cela dit, elle est charmée par la personnalité du protagoniste. Son objectif personnel est-il de l'acheter comme animal de compagnie un jour? Cependant, Dawn n'est pas le seul à dérober des objets utiles aux autres. Rouen, l'autre membre du duo mystérieux, le fait aussi. Et avec les engrenages d'Orstenet de la deuxième épreuve qui empêchent à les filles que d'avancer. De plus, il ne tarde pas non plus à saboter le protagoniste, en montant ses propres clients contre lui. Puisqu'un seul n'est pas un problème pour le protagoniste. Mais s'ils se réunissent tous, c'est un chaos total difficile à contrôler. Donc Dawn n'a pas d'autre choix que de s'enfuir avec son nouveau compagnon. Et maintenant que tout ce qui concerne la première épreuve est terminé,
Il se retrouve face à Lin avec une véritable avalanche d'ennemis derrière lui. Pendant que cette fille découvre tout le mal que son invocation a causé. Grâce à Juan lui-même qui essaie encore une fois de les séparer. Cependant, cela ne fonctionne pas, car cette fille est très loyale. De plus, le protagoniste profite de la zone ouverte pour éliminer plusieurs ennemis grâce à ses capacités physiques supérieures et à ses pouvoirs de vampire qui lui facilitent la tâche. Même s'il est réprimandé à la fin, l'essentiel est que les filles ont presque fini les inventions de la deuxième épreuve. Alors, pour ne pas gêner, Don laisse l'ours avec ses amis, pendant qu'il emmène tous les types qui les poursuivent dans une zone éloignée. Il enquête même pour savoir qui a été l'auteur de tout cela. Mais malheureusement, il ne le découvre pas à temps. Et quand il est acculé par un tas d'ennemis, Juan, de manière astucieuse, change de camp et commence à gagner la confiance du protagoniste. Parce qu'il est fort et souhaite l'intégrer à son équipe. Quand Don, après avoir battu les autres, se retrouve épuisé. Et pour le sauver, il lui propose de rejoindre son équipe en échange de son aide, mais Don n'y réfléchit même pas et refuse l'offre. Parce qu'il est engagé envers Lin, ce que Juan ne supporte pas, et il vend automatiquement le protagoniste, l'abandonnant sans énergie et face à de multiples ennemis. Tout comme Lin qui a des ennuis car ils veulent la lyncher pour être la propriétaire de l'escroc. Cependant, et même si cela semblait être la fin pour les protagonistes, les choses ne peuvent pas se terminer ici. Et Lin invoque le slime qu'elle a obtenu dans le village des gobelins, qui semble inoffensif et une plaisanterie en combat. Il prend vite la forme du culturiste le plus musclé possible, prenant ainsi le contrôle de la situation, car il est beaucoup trop fort. Et cela montre que la fille a beaucoup de chance, alors que le protagoniste règle sa situation simplement en choisissant l'option de retourner auprès de sa propriétaire. Les avantages d'être un personnage non-joueur. Alors maintenant, Juan est victime de son propre plan. Parce que maintenant, il ne déteste pas seulement Don Sino, mais aussi lui pour les avoir trahis. Alors le protagoniste revient avec son équipe et il s'organise pour éliminer tous les ennemis, ce qui est un succès. Ils finissent par l'épreuve de mécanique en ça, même avec des créations étranges. L'essentiel, c'est que c'est valable. Et à ce moment-là, la femme de l'ours apparaît, c'est cette jolie fille qui s'occupe de l'épreuve d'invocation de sceau. Comme ils sont en groupe, ils remplissent les 3 tâches, ce qui convient à tous. Ensuite, Don, à ce moment-là, le chat et Juan, assez lentement. Mais le fait est que le groupe obtient la 2e place à ce premier examen. Un après-midi à la plage pour se détendre et peut-être flirter un peu, la millionnaire veut encore acheter le protagoniste, bien qu'il refuse beaucoup d'argent. Ici, ils attendent la 2e épreuve du soir, à laquelle participent les 50 qualifiés, comme dans Among Us, avec des missions en plus et une identité propre à chacun. Oh et oui. Actuellement, le protagoniste analyse la situation et sait qu'il doit chercher les meilleures alliances sans faire confiance à qui que ce soit, car il risque des surprises. Comme avec Juan qui a également réussi et se trouve parmi les qualifiés, donc pour l'instant il a un nouvel objectif et c'est d'affronter la dernière épreuve. Pour voir qui remportera les grands prix que tout le monde veut, mais qu'une seule équipe emportera. Ainsi, Lin débute comme voyante, ce qui lui permet d'identifier certains joueurs. Ce couple ayant des soucis avec le chat du début, ils découvrent d'abord que c'est l'un des tueurs. Alors Don profite de la situation pour se venger. Et même si l'ennemi se révèle très insaisissable, lorsqu'il est acculé, il utilise toutes ses compétences de ninja. Mais Don est bien plus fort, même avec des alliés aussi puissants. Avec le slime injecté par Lin, il le capture. Après avoir joué avec lui et obtenu les informations, comme nous le savons, il vient de Quaz de Yegu, qui a trahi le protagoniste et semble cacher bien d'autres choses. Mais il trouve peu avec le chat et l'élimine simplement de la compétition. Bien qu'il ne disparaisse pas, il reste un spectateur fantôme racontant tout à son chef sur Dawn. En tout cas, ici les protagonistes retrouvent leurs équipes, qui, de leur côté, ont aussi éliminé d'autres assassins pour progresser dans le classement. Alors Yegu ne perd pas de temps et cherche à s'allier avec Sue, représentant d'une des familles les plus importantes de ce monde, qu'il essaie de convaincre, avec des infos sur les protagonistes et d'autres joueurs proches. Mais Sue n'accepte pas pour l'instant. Et c'est là que, par hasard, il tombe sur le protagoniste, dont il doute dès le premier instant qu'il soit un imposteur et décide de l'attaquer. Saisi par l'aura meurtrière de l'albinos, il met Lin à l'abri et rejoint habilement le combat. Nom d'un sort explosif qui n'est en réalité qu'une barrière de glace déconcertant Sue et offrant au couple un délai pour fuir. Cela décourage le protagoniste surpris de se sentir autant acculé par son adversaire. Et c'est Lin qui le motive en plus de lui montrer toute la loyauté qu'elle lui porte. Le côté stratégique du protagoniste intrigue Sue,
qui souhaite désormais les recruter dans son équipe. C'est ainsi que nous arrivons au lendemain, où toute l'équipe se réunit et de bons points sont abordés. Ils sentent un manque, c'est alors que 2 anciens joueurs réapparaissent, souhaitant rejoindre l'équipe. Après avoir fait connaissance, la fille se révèle sérieuse et concentrée. L'autre est un idiot qui confond Dawn avec sa mère. Étrange. Leur loyauté pourrait servir plus tard. Complétant ainsi l'équipe de combat, Sue apparaît alors et propose au protagoniste d'intégrer son équipe, mais avec arrogance. En tête, avec près du double de points du second, qui sont les protagonistes. Mais c'est là que la blonde intervient pour faire comprendre à l'albinos qu'il se moque de son score. Surtout parce que cela peut changer, et l'héritier reste un joueur comme les autres. Dawn intervient donc, calmant la situation et acceptant de parler avec Sue. Malgré son ego, il veut que le protagoniste rejoigne la guilde, une option valable vu son importance. Mais là où il se voit obligé de suivre des ordres, ce que Dawn, avec sa confiance habituelle, finit par refuser. Et c'est ici que l'héritier lui montre sa carte maîtresse. Il s'agit de l'une des armes légendaires du jeu, la première que nous voyons. Ce sont en fait des objets spéciaux obtenus dans les niveaux les plus élevés. Il le sait bien et, malgré ses efforts pour rester impassible, il est conscient que son équipe est désavantagée. Alors, avec l'aide de la motivation de certains de ses coéquipiers, il commence à élaborer un plan qui pourrait les sortir de cette situation compliquée. Pour cela, il a besoin de quelques alliés. Il commence donc par parler avec la millionnaire, qui, bien qu'elle soit toujours intéressée à acheter le protagoniste, le fait d'une manière qui devient même presque obsessionnelle. Dawn ne lui propose qu'une alliance, elle lui donne des guerriers et le protagoniste lui trouve un animal de compagnie. Aussi rusé que lui, ils trouvent un accord. Mais une surprise survient. Dawn finit par proposer une trêve au célèbre Yegu, le remarquant immédiatement. Les problèmes du passé, comme pour les accords qu'ils pourraient en conclure. Mais malgré tout, ils finissent par unir leurs forces. Pour le moment. Pour planifier une embuscade contre Sudond, Dawn va lui faciliter les choses, pour que le méchant chef soit le premier du classement. Quelque chose qui évidemment cache un piège. Mais bon, à la fin de la réunion, le prota cherche un allié de plus. Il s'agit ni plus ni moins de Zen, un autre héritier des familles les plus importantes et rivales éternelles de Sue, qui possède lui aussi sa propre arme légendaire. En tant que prêtre, il lui propose quelque chose de semblable à Yegu, ce qui nous éclaire sur les intentions du prota. Son désir de vengeance le pousse à accepter, concrétisant ainsi le plan de Dawn exécuté cette nuit-là. Puisqu'il rencontre Sue sur la plage, un combat assez inégal commence à cause de l'épée de l'ennemi. Cependant, il faut préciser que l'épée possède plusieurs niveaux, dont Sue ne peut utiliser que le premier en raison de sa jeunesse. Le protagoniste utilise alors ses techniques au combat. Avec son apparence de vampire et d'elfe squelette, il peut séparer des parties de son corps. L'aide de l'équipe qu'ils ont réunie finit aussi par compter. Et justement, tout près de l'endroit, il s'occupe de son arme qui n'est autre que la boîte de Pandore. C'est pourquoi Sue s'en rend compte. Et comme il sait que c'est la seule chose qui peut contrer son épée, il décide de mettre fin au rituel. Chaque membre de l'équipe rejoint le combat et tente d'utiliser son épée jusqu'au dernier moment. Le nombre d'alliés est trop important. En laissant le pouvoir de la boîte de Pandore se libérer, cela donne à Sen une augmentation temporaire de puissance, avec laquelle sa force n'a plus aucun sens. Le combat décisif entre les chefs des plus grandes familles commence. À un tel niveau, le protagoniste ne peut qu'aider. Avec quelques attaques qui finissent par énerver Sue, qui libère le sceau de son épée, ce qui le rend encore plus puissant, mais lui fait perdre la raison. Il attaque le protagoniste avec une telle rage qu'il oublie tout le reste. Ce qui met sa vie en danger. Cela faisait déjà partie du plan, et l'un apparaît comme sa maîtresse pour lui donner la vitalité qui lui manque. Grâce à son attaque de glace, Sen a ainsi l'occasion idéale d'asséner le coup final, ce qui finit par éliminer Sue complètement de la compétition. À ces derniers instants, il admet la compétence de celui qu'on nommait le personnage non-joueur le plus faible. Cependant, même si l'ordre du classement change, il n'est pas révélé avant le lendemain, ou, à la surprise générale, y arrive comme on le pensait avec son propre plan. Et c'est que Sen, après avoir utilisé la capacité de sa boîte, devient totalement vulnérable, ce que Yegu savait déjà, et il ne perd pas une seconde pour l'attaquer par surprise et s'emparer de tous les points. Car le chef maléfique est aussi l'un des imposteurs dans cette épreuve. C'est quelque chose qui surprend tout le monde, mais pas tellement le protagoniste, qui s'attendait à un résultat similaire. Cependant, et s'ils doivent encore faire quelque chose. Alors Dawn réunit son équipe, où tout le monde s'attend à ce que Yeguse se cache pour garder ses points.
Cependant, le protagoniste sait que tout sera différent. Puisque toute l'équipe qu'il a réunie, et en additionnant les points de chaque membre, ils ont le même niveau que le numéro 1 du classement. Donc il est probable que ce type ne rate pas l'occasion d'assurer sa victoire en gagnant quelques points de plus. Le prota a déjà une nouvelle idée. Et il commence à raconter un plan d'embuscade contre Yegu, tandis que son subordonné l'écoute. Quelque chose fait exprès pour qu'il transmette une fausse information à son maître. En plus, Don s'assure qu'il croit que l'un a un rôle de victime et que ses arguments sont les plus précieux. Ce qui est important pour la suite. Car dans la nuit, Yegu ne supporte plus d'attendre et après avoir appris le plan de Don, il décide de les attaquer. Au début, le combat est équilibré. Le protagoniste fait semblant de protéger l'un. Ce qui fait que l'ennemi s'intéresse davantage au point de cette fille et montre plus de sa puissance. Qu'il semble réprimer, éliminant la majorité des joueurs et s'occupant même de la force brute du slime. Il paraît donc acculé, comme prévu par le protagoniste. Donc Don commence à utiliser son meilleur niveau, aussi bien dans ses attaques que dans sa stratégie. Car lorsque Yegu semble tout avoir sous contrôle, son ancienne apparence réapparaît, séparant des parties de son corps comme s'il s'agissait d'un squelette, avec lesquels, lors d'une attaque surprise, il semble vaincre l'ennemi. Cependant, évidemment, cela ne s'arrête pas là. Et c'est que l'imposteur est bien plus fort que prévu. Avec une dague qui non seulement change de forme, mais qui est indestructible. Il ne lui est donc pas très difficile d'éliminer tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Et quant aux plus forts, il les enferme dans une cage faite justement avec la 3e arme légendaire. Complètement ce qu'elle touche. Actuellement, l'un est sans défense, mais heureusement au bon moment. La blonde apparaît pour gagner un peu de temps. Mais à cause de cela, elle finit gravement blessée. Alors ici, ceux qui étaient enfermés se motivent et en utilisant la force brute, ils parviennent à sortir de la cage. Et même si nous avons quelques sacrifices, surtout le grand costaud, le prota arrive à temps pour la bataille, où il empêche qu'on attaque sa maîtresse. Il découvre même l'identité de Yegu, qui, à la surprise générale, distrait Don Ixin et laisse l'un avec une blessure mortelle. Ce qui semblait donner une victoire claire à l'ennemi. Mais voici la surprise, car selon les règles, les assassins ne peuvent pas s'attaquer entre eux. Et la fille était aussi une imposteur tout ce temps. Ainsi, Yegu, ignorant tout, fut pénalisé. Toutes ses statistiques sont réduites de moitié, le rendant très vulnérable. Il perd tous ses points, laissant la prota et sa maîtresse comme les incontestables numéro 1 de l'épreuve. Cependant, tout n'est pas rose, car à la dernière minute, Yegu en profite pour dire quelque chose compromettante sur le monde réel de la prota, comme s'il le connaissait. En parlant de ses parents qui ne l'aiment pas et de son travail, où il a été remplacé un jour après. Cela le laisse pensif, surtout avec l'arrivée de Liyue, 3e héritière des familles majeures du jeu, et qui semble vouloir attaquer le protagoniste. À 30 secondes de la fin, il décide de protéger son score. La transition est confuse et on ignore ce qui s'est passé. Et nous arrivons directement à la publication des résultats, où oui, effectivement, les protagonistes sont les gagnants de l'épreuve d'admission. Ce qui est assez surprenant pour un duo qui était en gros le plus faible et le plus déséquilibré de tout le tournoi, remportant ainsi l'entrée à la Grande Académie des Guerriers. Et un indice pour obtenir la fin de ce jeu de réalité virtuelle. Cependant, le prota décide de ne pas garder cette information pour lui. Il la révèle à tous, car pour lui, c'était une victoire collective. En lisant le parchemin, un poème confus, il remarque qu'il porte la même marque que lors de sa réincarnation en tant que personnage non-joueur. Voilà pourquoi on ne voit plus que des questions. Ajoutez à ce qui s'est passé avec Liyue. Comme la fille n'a pas attaqué le protagoniste à la fin, mais lui a imposé un pacte pour une rencontre après la cérémonie. Et c'est ici que cette fille commence à nous donner des indices sur ce qui se passe, parce que d'abord, la seule vraie joueuse parmi les 4, les autres étant des personnages non-joueurs, même le protagoniste. Ce qui ne rend pas la fille très contente. Allons donc à la réunion où Liyue, un personnage du jeu, commence à donner des détails sur le monde réel, comme s'il le connaissait. Il explique comment, autrefois, il s'occupait d'un couple de joueurs. Pour les personnages non-joueurs, ce sont comme des voyageurs d'autres mondes, présents en ligne ou non selon leur choix. Cependant, elle s'est attachée au couple et voyant qu'ils se connectaient moins, elle a eu des soupçons, se rendant compte un jour que l'un des 2 joueurs était mort dans la vie réelle. C'était quelque chose de confus pour elle, car selon les règles de son propre monde virtuel, il aurait simplement dû réapparaître, comme n'importe quel autre personnage non-joueur, mais elle comprit, en entendant les pleurs de la fille, qu'ils parlèrent de choses totalement différentes, d'un monde où tu n'as qu'une seule vie. Alors, avec l'aide d'autres personnages non-joueurs, et le groupe de chefs de l'obscurité que nous avons déjà vu, ont découvert qu'il s'agissait d'une réalité différente.
ce qui suscite une grande curiosité chez tous ces personnages du jeu. Encore plus avec le prota, humain réel réincarné en personnage non joueur. C'est pourquoi cette fille veut former une équipe pour que tous voyagent vers l'autre réalité. Ce qui pose problème au prota. Ça pourrait être sa sortie, mais non. Avant d'accepter, il doit approfondir la situation. Pour pouvoir sortir une bonne fois pour toutes de cette réalité virtuelle, qui semble impliquer les créateurs du jeu. Don et son équipe doivent donc simplement continuer à monter de niveau et avancer dans ce jeu de fantasy. Après le succès de la première partie de l'humain enfermé dans son jeu préféré, qui finit comme le gobelin le plus faible, j'apporte sa suite. Pour ceux qui apprécient votre histoire, Daisuke, tout comme ses personnages, continue de monter en niveau, après la fin de cette première saison riche en bonnes intentions. Avec la bête squelette, nous revenons dans ce monde de fantasy où plusieurs années se sont déjà écoulées. Et notre protagoniste Don, même avec de nouveaux amis, il s'est aussi fait des ennemis. Par exemple, la vieille écureuil et cette fille tentent d'attaquer la forteresse du héros. En fait, ils avaient dû compter sur un groupe de personnes plus large, mais tout le monde s'est retiré. Et la raison est simple, en arrivant pratiquement dans une ville bien plus imposante que les cabanes que nous connaissions. En fait, l'endroit est tellement préparé à toute attaque. Alors que le protagoniste joue tranquillement aux cartes avec son nouvel ami Q, la menace se fait violemment tabasser par divers types de bêtes que squelettiques, renvoyant ces créatures humiliées. La seule idée de l'écureuil est de demander de l'aide à la millionnaire. Mais elle soutient aussi le protagoniste, si bien que la petite créature se retrouve exposée au centre de sa ville. Il en assure lui-même la direction. Avec la croissance, elle accueille diverses races, rivalisant même avec la capitale. Malgré cela, le jeune protagoniste a d'autres engagements, laissant ses deux reines s'occuper de tout. Pendant ce temps, Q et Bulls apparaissent sur place. Rappelons-nous, ils ont gagné les billets après un tournoi difficile. Même s'il y a quelques intrus, mais bon, ils arrivent jusqu'à la pierre qui mesurera leur habileté et par conséquent leur rang. Certains affichent une affinité magique presque parfaite, mais seul le protagoniste atteint les 100%. Quel effet ça fait d'être la bête ou la machine? Mais les animaux de compagnie comme lui ont ce pourcentage, alors que sa maîtresse obtient un bon résultat. Ce qui, même si ce n'est pas ce qu'on attend des 10 meilleurs guerriers, est suffisant. C'est pourquoi ici, il y a des chambres où Burbujas profite d'un endroit luxueux, avec tout le confort imaginable. Pendant ce temps, les animaux de compagnie sont entassés dans une étable. Burbujas demande alors de l'aide au protagoniste. Au milieu de la nuit, inquiet, il est donc obligé de détruire l'entrée en cherchant la fille. Cependant, comme la plupart du temps, rien ne lui réussit. Et il finit par libérer près de 200 animaux de compagnie enfermés. Pour que le lendemain débule. Suite à un malentendu, il quitte son lit luxueux la nuit après qu'on lui reproche que son animal ait semé le chaos dans l'académie. Il est actuellement avec le sous-directeur, qui lui reproche non seulement les dégâts matériels, mais aussi le tort causé aux étudiants et aux professeurs. Quelque chose qui, à juste titre, entraîne leur expulsion de l'établissement. Et même si la fille essaie de le calmer, il n'y prête pas attention, encore moins à la millionnaire qui ne sait que soudoyer. Le protagoniste intervient et, grâce à son éloquence, convainc qu'il s'agissait d'une urgence avec sa professeure. Il reconnaît ses erreurs et affirme être le seul à pouvoir enfermer autant d'animaux de compagnie. Intriguant pour le sous-directeur, qui, grâce à son astuce, obtient un accès à toute l'académie, au cas où certaines créatures seraient difficiles à trouver. Il a de l'habileté avec les mots dès qu'elles partent. Le directeur lui-même reconnaît chez le prota la certitude qu'il sera très important à l'avenir. C'est ainsi que les dirigeants lui laissent la liberté, des créatures comme ils le jugent, Don emploie-t-on alors ses méthodes discutables, en rendant certains d'entre eux intelligents. Il les force à reconstruire l'endroit qu'ils ont détruit pour diriger leur espèce. Il organise même une réunion avec les propriétaires pour qu'ils voient les conditions auxquelles leurs pauvres créatures sont soumises. En moins d'une semaine, tout est déjà réglé, ce qui fait la joie du directeur. L'académie redevient normale et permet à ses élèves de se réintégrer. Tout d'abord, nous voyons une femme très gentille qui aurait facilement pu rendre leur vie à l'académie bien meilleure. Cependant, il ne s'agit que de l'assistante de la véritable maîtresse. Une femme assez imposante qui, dès le début, leur fait comprendre qu'ils ne vont pas vivre une expérience agréable. De plus, elle sait que le protagoniste doit encore trouver 2 animaux de compagnie. Le premier étant un fantôme assez compliqué et rien de moins que l'animal de compagnie le plus puissant de tous. Alors elle les oblige à régler leur situation. Mais pas avant. Elle démontre que le protagoniste est bien en dessous du niveau et que tous, de la même manière, ont encore beaucoup à apprendre. Alors,
Au milieu de l'académie, ils décident de ce qu'ils vont faire pour la quête. Et c'est grâce à l'ours qu'ils obtiennent un indice important. Le fantôme complique souvent la partie pour les nouveaux joueurs et tombe facilement amoureux, sa principale faiblesse. Leur meilleure idée, c'est de changer le gars le plus viril en fille. Ce n'est pas agréable pour le protagoniste, mais cela attire quand même la créature. Bien qu'il sache que c'est un piège, il ne peut résister à son impulsion et à des fantasmes assez étranges. Grâce à cela, la millionnaire gagne suffisamment de temps pour l'emprisonner. Et enfermé avec l'ours, il ne s'y oppose pas vraiment, même en sachant que c'est un homme. En fait, il a encore un adjectif de plus qui semble familier au protagoniste. Car c'était exactement le type qui s'occupait des créatures cette nuit-là. Et pour une raison quelconque, le fantôme sait comment le trouver. Alors Bulle utilise son pouvoir, bien amélioré pour l'obliger à aider. Mais obtenir des infos de ce fantôme reste compliqué. Alors ils utilisent son besoin d'affection. Donc Don fait en sorte que toutes les créatures autour de lui l'ignorent. Quelque chose l'affecte et pousse le fantôme à céder sous la pression de la solitude. Et lui-même, à travers ses souvenirs, il raconte tout le temps sur l'île des démons où il se consacrait à effrayer tout joueur débutant qui voulait accomplir les missions du jeu. Un jour, un garçon très peureux attira l'attention de la créature en restant malgré sa peur. Même quand il profitait de sa naïveté pour l'exposer à plus de dangers, il acceptait sans résister, faisant confiance à tous, ce qui toucha le cœur du fantôme. Il finit par s'intéresser plus à Xiaoes malgré un début hésitant. Il passait un maximum de temps à parcourir et partager sur l'île. Cependant, le jeune homme évoquait des sujets inquiétants, comme son hospitalisation, ce que la créature ne comprenait pas. Le voir triste brisa sa promesse de ne jamais être l'animal de compagnie de quelqu'un, concluant un pacte avec Xiao pour parcourir le monde ensemble, et ils y parviennent jusqu'à un certain point, visitant toutes sortes d'endroits. Cependant, lors d'un événement magnifique, ils admettent en ce qui se passe dans leur vie. En réalité, l'enfant est hospitalisé avec une maladie si grave qu'on ne lui donne que 2 mois à vivre. Même sans craindre la mort riche ou l'oubli, il reçoit le soutien de ses parents et de son ami. Il refuse d'arrêter de profiter de ses acquis, frustrant le fantôme qui ignore le sens de la mort. Si tout le monde dans ce monde de jeu revient à la vie. En fait, il passe encore un certain temps pendant que la créature cherche un moyen de résoudre le problème avec une astuce du jeu ou un bug. Il ne reçoit rien, subit des coups alors que son ami souffre. Pourtant, le réalisateur comprend sa situation. Un de ses scientifiques tente de le sauver avec une étrange potion. Même si cela échoue, puisque c'est une vraie personne, les personnages non joueurs de ce jeu paraissent plus vivants qu'on ne le croit. Certains savent qui ils sont. La nature humaine hors du jeu fait que, d'une certaine façon, l'âme recherchée se situe dans le jeu, grâce à la potion. Alors il motive un peu le fantôme, qui décide d'attendre son ami tout en passant des années à chercher un peu d'affection. C'est pour ça que après avoir entendu tout cela, il accepte que la créature devienne son assistant, avec tous les problèmes que cela peut entraîner, puisqu'il connaît la culture des humains, mais aussi leur perversion. C'est malgré tout une personne importante, car il a retrouvé l'animal de compagnie dangereux qui a tué son maître. Étonnamment, cet être ne se cache pas. Il se trouve tout à fait détendu dans une classe quelconque, car il aime apprendre. Pendant ce temps, l'équipe prépare le retour de la mascotte, mais ils sont très bruyants et peu discrets. C'est pourquoi Don et ses grandes idées poussent le fantôme à aller parler à son ami. Il ne le traite pas mal, mais lui dit qu'il ne redeviendra l'esclave de personne, qu'il vienne seul ou en équipe. Il confronte directement le protagoniste. Il essaye de le convaincre qu'il s'occupera de faire en sorte qu'il puisse faire les activités qu'on ne le laissait pas faire auparavant. S'il veut étudier, il pourra le faire. Cependant, la bête est consciente que le protagoniste ne comprend pas et ne cherche que son propre intérêt. Quelque chose de typique chez les humains. Le singe sait des choses, se fâche et utilise son pouvoir. Ce qui est très dangereux, car il emmène l'équipe dans des illusions du passé des protagonistes. En commençant par l'ours et son ancienne vie, où il pouvait jouer aux jeux vidéo tout en profitant d'une jolie épouse. Le manque d'argent à cause de sa paresse et la désapprobation de ses beaux-parents ont poussé sa femme à le quitter. C'est sa plus grande peur. C'est pareil pour la millionnaire qui entre dans le jeu grâce aux ressources de son père. Dans le but d'attirer, disons, un nouveau public à qui soutirer de l'argent. Cependant, il a passé tellement de temps à jouer qu'il en a oublié le travail.
ce qui l'a conduite à une humiliation publique de la part de son père, qui lui a tout retiré et l'a donné à son frère. Et enfin, nous avons le souvenir des bulles. Toujours la fille timide, exclue de la classe et constamment harcelée. Et quand elle a cru avoir trouvé sa première amie, à qui elle pouvait parler de son diabète et de son corps si fragile, elle exploite toutes ces informations pour la ridiculiser avec son groupe de harceleurs qui va jusqu'à l'extrême. C'est pourquoi le pouvoir du singe est toxique pour l'esprit. Pourtant, Don apparaît dans une autre réalité où il doit maintenant affronter ses propres sbires. Mais il est conscient de l'illusion. Il ne se laisse pas tromper car le singe fait quelques erreurs dans ses informations. Désormais plus conscient, il doit se battre pendant que nous avançons avec des bulles. Avec sa slim musclée, il se souvient que son ami n'a jamais agi ainsi. En réalité, elle l'a toujours protégé du harcèlement et a brisé le sceau, tout comme l'ours. Il doute de l'attitude de sa fausse épouse car elle ne s'est jamais souciée de l'opinion de ses parents sur le bon à rien de Marie. Toutes ses illusions s'effondrent, même celle de la millionnaire qui n'a toléré cette supercherie que par ennui. C'est pourquoi ils sont présents ici. Là, le protagoniste affronte le singe, tandis que Don exploite sa haine des humains pour le provoquer et le faire perdre le contrôle. Pendant ce temps, le protagoniste prend davantage le contrôle du combat. C'est pourquoi Baudissi, après une séquence en équipe, ils parviennent à rassembler assez de puissance pour rivaliser avec l'ennemi, détruisant cette dernière illusion qui les retenait prisonniers. Même si le protagoniste s'en sort mal, rappelons que c'est une bête squelettique. D'un bon coup à l'adversaire, il dévoile son vrai visage, même s'il s'échappe. Le protagoniste laisse faire, car l'ennemi, empathique envers qui, ne peut plus se battre. Et après avoir partagé un peu de nourriture, il lui raconte un peu pourquoi il déteste les humains. Avec un souvenir, car il a toujours été un esclave, mis en vente à cause de la qualité de sa race. Le vendeur était en réalité le grand-père de l'écureuil, décédé après qu'un client imposant lui ait volé sa marchandise. Et pendant des années, un entraînement. Quelque chose d'aussi sévère que son esprit s'est habitué uniquement à recevoir des ordres et à les exécuter. Il ne se préoccupait plus du bien ou du mal. Le problème, c'est Yuyu, une fille qu'il a rencontrée lors d'une mission et qui, malgré sa maladresse, était toujours joyeuse. La voyant sans défense, il a choisi de l'aider. Ce qui, pour le singe, au début, signifiait reculer pour quelqu'un d'autre, sans savoir qu'en peu de temps, cela deviendrait la seule chose qu'il ferait avancer. Faisant partie de la famille de son patron, ils ont passé beaucoup de temps ensemble et créé une relation indestructible. Jusqu'au grand jour où la même créature a vécu une expérience si traumatisante qu'elle en est venue à souhaiter ne jamais l'avoir rencontrée. S'il devait tant souffrir. Une histoire incomplète qui touche chacun, surtout car la millionnaire découvre un nouveau détail. Et il semble que Yuyu soit déjà décédé. C'est ainsi que nous reprenons la réunion de l'équipe. La rousse annonce la mauvaise nouvelle. Après avoir mené l'enquête dans le monde réel, il s'avère que Yuyu est décédé il y a quelques mois. Un personnage de jeu vidéo comme le singe ne peut pas comprendre cela. Mais il se souvient de son dernier rendez-vous avec la fille, où elle, comme toujours, le traitait très bien. Au point qu'elle préférait supporter la faim et lui trouver un de ses fruits préférés qu'elle cachait pendant des mois. Alors le singe lui a promis qu'il travaillerait dur pour pouvoir s'acheter tout ce qu'il voudrait à l'avenir. Ce que Yuyu accepte, à condition que le singe profite un peu plus de la vie. Et il le fait car dès le lendemain, il commence un entraînement dans le seul but d'avoir assez de pouvoir pour protéger la jeune fille. Quand il se reconnecte cependant, les jours passent et cela n'arrive jamais. Le seul qui se connecte est le chef à qui il essaie de demander des nouvelles de la jeune fille. Il le repousse violemment, apparemment très agacé et se plaignant d'un œil. Un détail important. Malgré tout, comme il s'agit de Yuyu, il n'abandonne pas jusqu'à ce que, sous l'effet de la colère, il lui arrache l'information avouant qu'elle ne reviendra pas parce qu'il l'a tuée. C'est quelque chose qui n'a aucun sens pour un personnage de jeu vidéo. La mort n'est pas quelque chose de réel, donc il reste sans réponse. Mais à cause de la haine, il finit par commettre le péché pour lequel il serait condamné comme un animal de compagnie dangereux. Et même s'il finit par se soumettre au protagoniste. Cette fille pourrait être la seule à avoir des informations sur ce qui est réellement arrivé à sa bien-aimée. La millionnaire lui explique que cet autre côté est en réalité le monde réel, où Yuyu était une simple petite fille avec un demi-frère raté. Qu'un jour il rentre ivre et frustré d'être la risée des femmes et tente d'abuser de la petite. Heureusement, la fillette lui blesse un œil et s'échappe, mais insuffisamment. Le type la rattrape et maintenant, emporté par la rage, il finit par la pousser dans des escaliers où elle meurt. Douleur renaissante chez la créature, désormais désir de vengeance. Pourtant,
Le monde réel n'est pas un jeu. Et la millionnaire lui promet que justice sera faite, de la manière dont on rend justice dans le monde réel, ce qui semble le convaincre, mais pas complètement. Le travail du réalisateur est terminé. Il y a tous ces animaux de compagnie, malgré quelques complications. Cependant, il n'y a pas de repos, car dans la ville voisine, une piste concernant la mission principale du jeu est apparue. Personne n'est mieux placé que l'équipe pour s'en charger, ce qui éveille les soupçons de Burbujas, puisqu'ils n'ont même pas pu étudier un peu à l'académie, comme si on les testait pour quelque chose de plus grand. Et le prota en est plus que conscient, ce que nous confirmons grâce au directeur et à son allié. Il est très intéressé par la vie réelle, ce qui peut être dangereux puisque Juste donne une pilule au singe. Ce plan visait aussi à lui permettre de voyager dans l'autre monde. Sa vengeance sera-t-elle efficace? Allons avec l'équipe vers la nouvelle ville où chacun choisit une tâche pour trouver l'indice. Même si donc en garde une, la situation reste étrange. Ils doivent redonner à l'hôtel son succès d'autrefois. Cependant, cette tâche apparemment ordinaire dépassera leurs attentes. Alors ils arrivent sur place dans une situation assez déplorable, voire lugubre, où leur vieille réceptionniste, appelée Mao, les accueille. Même si elle connaît la raison de leur présence, réorganiser le lieu sera difficile car ils ne peuvent en aucun cas utiliser d'argent pour s'aider. Tout doit être le fruit du travail et de l'hôtel. Le problème, c'est qu'en plus d'eux, l'endroit est rempli de spectres qui attendent dans leur chambre. En réalité, ce n'est pas un problème car le protagoniste ne peut pas être attaqué. Avec sa véritable forme de squelette, même s'il est un peu harcelé, il a les bulles de gelée qui le sauvent à la fin. Et les autres spectres dans les autres pièces? En vérité, ils sont assez faibles, ou alors ils ne sont tout simplement pas méchants. À tel point qu'après les avoir maîtrisés, ils finissent par aider à rendre l'endroit complètement étincelant. Mais Bull finit par trouver une photo assez curieuse. Son petit ami de l'époque, semble-t-il. Mais ils n'y font pas attention et les spectres partent. À l'exception de Hank, qui est la seule créature attachée à cette zone. C'est un problème pour attirer du public, d'autant plus que la millionnaire paye certaines personnes pour qu'elles viennent. Mais la vieille finit par le découvrir et les met tous dehors, donc ils n'ont pas d'autre choix que d'enquêter un peu sur son passé. Mais tout ce qu'ils ont, c'est une photo. Heureusement, elle reconnaît le brun comme son propriétaire, créant ainsi un nouveau mystère et débloquant une mission cachée. Quelle est la clé à ce stade ? Ils acceptent d'aider le mort-vivant à découvrir son identité. En fait, Yu-King apparaît encore ici. Il ignore qui est cet homme, mais reconnaît à sa peau et à certaines marques qu'il vient d'une tribu de l'Est du continent. Avec Link, qui était le gars des contacts, ils obtiennent un bateau pour entreprendre le voyage jusqu'à l'île, où deux choses se produisent. Alors, la première, c'est que Burbujas remercie de pouvoir voyager dans ce monde si vaste, qui en plus a des gens comme Mao qui semblent avoir vécu toute une vie malgré le fait d'être des personnages non-joueurs et qui ont leur propre personnalité. Pour elle aussi, le protagoniste est la personne la plus fascinante de ce monde. Et si ce n'était pas un personnage du jeu, aimerait-elle le rencontrer dans le monde réel? Cela rend-il l'atmosphère plus tendue? Le protagoniste sachant, nous connaissons la situation. Mais c'est alors qu'ils sont attaqués, apparemment par des membres de la tribu. Cela ne pose pas de problème à des guerriers aussi puissants grâce à la grande force de Link. Le bateau finit par être détruit et tout le monde finit par faire naufrage à des endroits différents. Malchance pour le protagoniste, enfermé dans une prison avec de nombreuses créatures et animaux de compagnie. Pendant ce temps, Burbujas est effectivement capturé et emmené auprès de la reine Ming qui la reconnaît comme quelqu'un d'important. Qu'elle leur servira pour la grande célébration qu'ils auront bientôt. Alors il la libère et lui offre tout le confort possible. Puisqu'il semble que les intrus qui manquaient sont maintenant apparus sur la plage. C'est Link qui mentionne qu'il y avait auparavant une partie de la tribu qui traitait bien les touristes. Mais vu la situation actuelle et le fait qu'ils soient poursuivis, cela est dû au changement de chef et c'est quelque chose d'important. Même les animaux de compagnie du protagoniste évoquent la même grotte ou prison où il se trouve. Elle a été créée après la guerre civile entre les deux factions de cette tribu. Les barbares, connus sous le nom de Man, qui soutiennent les divinités et traitant bien les créatures magiques. Et ceux dirigés par cette fille, appelée Ming, qui ne supportent aucune créature et veulent tout le pouvoir pour eux-mêmes. C'est cette dernière qui a remporté la victoire, la dirigeante actuelle de l'endroit, qui a banni toutes les créatures et emprisonné les 4 bêtes sacrées qui, à cause de leur pouvoir, ont été enchaînées. Comme cette tortue qui rencontre le protagoniste et qui attend simplement le jour de sa mort. Heureusement, Bulls n'est pas restée inactive et a profité du temps pour obtenir des informations,
trouvant l'emplacement du protagoniste et en voyant le fantôme l'aider. Pendant ce temps, Dong réveille la bête gardienne, d'abord plutôt insupportable, mais son frère, bien plus calme. Le protagoniste décide de les aider car ils sont proches de la mort. Savez-vous qu'un animal de compagnie de niveau 3 ne ferait pas grand-chose? Cependant, Dong a un plan, et c'est que son compagnon fantôme peut entrer dans les restrictions ou les chaînes et les briser. Cela tombe bien, la créature arrive. Bien qu'il s'arrête pour aider la blonde et Ling à s'échapper, il parvient aussi à se faire capturer et à être emmené justement dans la grotte. Donc en attendant son arrivée, Dong semble assez confiant des gardiens, obtenant un objet clé utile plus tard. Il se dirige donc d'abord vers la prison du grand oiseau Phénix, qu'ils trouvent assez facilement grâce au Slimabule qui a également été enfermé. Le problème, c'est un petit oiseau assez sans défense car lorsque son cycle d'épique se termine, il recommence à zéro. Depuis le niveau 1 et sans souvenir, mais le protagoniste en profite pour le convaincre qu'il est sa mère et pour qu'il les aide dorénavant. Pendant ce temps, la blonde est déjà devant la grotte, mais l'entrée est gardée par de nombreux gardes de Ming. Heureusement, l'usage de la force est quelque chose de peu pratique, mais cela permet à la fille d'atteindre le sceau intérieur. Cela alerte la chef, qui ordonne leur capture, puisque le jour de la grande célébration approche, où plus personne ne pourra la remettre en question. Après avoir absorbé les 4 gardiens, qui, comme nous le savons, ne sont pour elle que des outils. Pendant que le protagoniste trouve le dragon vert, fondamentalement le gardien le plus fort, et qui n'est pas très optimiste quant à la situation. Mais en voyant l'objet de la tortue que l'on a donné au protagoniste, il pense qu'il y a une chance. En plus, le fantôme surgit pour libérer la créature, exigeant comme d'habitude la première femme qui l'intéresse. Bien qu'il soit libre, il ne reste que quelques jours avant la célébration et ils ont besoin de quelqu'un pour briser le sceau. C'est pourquoi le prota prend les 4 objets clés, puisque le dragon a le dernier gardien en lui. C'est étrange. Le fait est que grâce à cela, il peut s'échapper de l'endroit avec une nouvelle mission très importante. Même si la blonde ne brise pas le sceau, elle trouve une cachette des restes des Man. Avec un hologramme du fameux Manchi, l'homme sur la photo qu'il recherche, il explique ainsi les péchés du peuple de Ming. Il y a longtemps, il était un jeune homme avide de conquérir le monde. Il était l'un des candidats pour diriger la tribu avec les Man. Cependant, un bateau a été attaqué par la partie hostile de la tribu, ne laissant comme survivante qu'une Mao sans défense. Que Manchi sauve grâce à son animal de compagnie. Et même si la jeune fille aurait un peu perdu à cause de ce qui s'est passé, elle se rend vite compte qu'elle peut faire confiance à Manchi. Même s'il se passe des choses comme le fait qu'il lui ait changé ses vêtements, le fait est que la jeune fille, après avoir pris confiance, leur prépare à manger. Grâce au fait que son rêve est d'ouvrir un grand hôtel à l'avenir, un rêve qui n'est pas celui de Manchi. Mais le coup de foudre change la mentalité. Et après 6 mois, ils deviennent de plus en plus proches. Même pendant les réunions de la tribu, il néglige ses obligations, laissant tout entre les mains de sa rivale, appelée Yoon, qui était aussi candidate, mais qui est amoureuse de lui. Donc elle s'inquiète de ce qu'il distrait autant. C'était simple, la numéro 1 précède la numéro 2. Découverte de la ville principale. La jeune fille, d'abord inquiète et plaintive, vit ensuite un après-midi exceptionnel. Cependant, Mao Mao lui avoue qu'après l'histoire du bateau et avoir fui ses parents, elle n'a nulle part où aller et doit travailler. Alors Manchi décide de se joindre à elle et de l'aider à concrétiser son idée d'hôtel. Même s'il doit se courber le dos pour y parvenir. Pendant ce temps, dans la tribu, une trahison se produit lorsque Ming décide d'éliminer le chef des Man par traîtrise, elle devenant ainsi la seule dirigeante. Et surtout, le pouvoir de soumettre toutes les créatures magiques. Voilà pourquoi elle a poussé Jun à éliminer son rival principal. Et même si elle ne voulait pas le faire, sa maîtresse s'est chargée de la remplir d'une haine factice. Mao Mao est heureux d'avoir ouvert son hôtel, même s'il n'a pas encore de clients. Malgré tout, Manchi la motive, il lui dit même qu'il va renoncer à ses obligations sur l'île. À ce moment, Jun, envoyé pour le tuer, les interrompt. Mais elle décide d'abord de torturer un peu la fille, par jalousie, et même si elle ne peut pas l'attaquer directement. Parce que cette fille ne semble pas être aussi ordinaire qu'elle en avait l'air. Elle la maudit, la faisant vieillir rapidement et perdre périodiquement la mémoire,
tout en tentant de résoudre ce problème, en donnant une seconde chance à son bien-aimé pour qu'il supplie Ming de ne pas le tuer. Mais après avoir vu ce que fait sa prétendue amie et le sort de sa bien-aimée, il choisit d'utiliser la technique interdite. Il fait quitter son âme de son corps pour rejoindre un autre réceptacle. Cependant, la jeune fille, d'une certaine manière, dans un dernier acte de bonté. Elle laisse partir Manchi car il a le corps nécessaire pour sa maîtresse, le mettant de côté. Mais avec beaucoup de jalousie envers la femme qui lui a pris ce qu'elle désirait tant. Aujourd'hui, à quelques jours de la célébration, il ne manque à Ming que le dernier ingrédient qu'il n'a pas pu obtenir. Et c'est la fille d'un autre monde, c'est-à-dire Bulls, pour la sacrifier et obtenir assez de pouvoir pour devenir impératrice. Qu'elle puisse dominer non seulement l'île, mais aussi tout le continent, dont la situation ne fait qu'empirer. Et il doit agir vite. C'est ainsi que nous continuons avec la dernière partie de cette série, qui nous accompagne depuis longtemps. Nous reprenons juste après avoir appris la vérité sur la grand-mère et son ancien amour. C'est pourquoi maintenant le clan du raffinement d'Alma n'a pas de rivaux et possède l'offrande nécessaire pour obtenir le pouvoir absolu. Sans que Bulls ne comprenne ce qui se passe réellement, il profite simplement du banquet. Pendant ce temps, ce vieux maître s'occupe de préparer la sécurité des lieux, car avec autant de fugitifs, c'est en Asie, tout l'endroit est découvert par une barrière. Juste Yui et Ling partent sauver Bulls, mais ils sont trop peu face à tout un clan et ne peuvent pas demander de renfort, parce que la communication a été coupée. Cependant, s'il lui donne un peu de temps, le gars s'arrange en se séparant de la fille qui apprécie vraiment qu'il l'aide. Cependant, dans quelques mètres plus loin, elle est facilement capturée par le maître grâce à la barrière. Pendant ce temps, il la blesse pour attirer son compagnon. Mais le vieil homme ne voit pas une présence rapide qui le fige. Dong. Mais ce ne sera pas facile non plus. Il commence à l'entourer. Et même s'il a une grande agilité et peut se protéger avec les reliques qu'il a obtenues en chemin, un projectile parvient à le toucher. Le vieil homme espérait un meilleur combat, mais doit poursuivre et achever les autres. À cause de sa confiance, le protagoniste le transperce avec la corne remportée, l'empêchant de se soigner. Donc le type admet simplement que c'était un très bon coup. Le protagoniste met Yuki en sécurité, mais il ne peut plus avancer et il lui remet simplement le parchemin qu'il a trouvé dans la grotte de Manchi, avec une nouvelle utilisation des familiers et de leur pouvoir. Pendant le banquet, la grande chef finit par apparaître, continuant à convaincre son peuple. Elle agit ainsi pour se libérer des chaînes de l'île et conquérir le continent grâce à ce pouvoir. Pour cela, elle arrachera les compétences des 4 bêtes spirituelles avec l'aide du sacrifice de Bulbul, qu'elle réalise enfin son danger. Heureusement, Dong ne le permettra pas, car son fantôme brise facilement les cercles magiques. Il le fait. Il libère aussi les 4 bêtes, désormais sans chaîne, qui deviendraient dangereuses pour les méchants, si la fille ne réussissait pas à les tenir à distance. Pendant ce temps, le prota gère les membres du clan avec l'oiseau, qui bien qu'étant une bête, de plus, son assistante est aussi fort. Mais avant qu'il raffine sang et chair des créatures, le prota intervient. En utilisant des distractions pour pouvoir parler avec les bêtes, il leur demande de faire confiance à sa liberté et d'unir leur pouvoir à lui. Elles acceptent seulement pour vaincre la fille qui observe le vol de ces créatures. Pendant ce temps, Dong, lors d'une fusion, obtient sa forme finale. Cependant, plusieurs créatures, pour le corps du protagoniste, nécessitent un temps d'adaptation. La sorcière en profite. Il n'arrive pas à bloquer les attaques et essayer de les esquiver devient assez prévisible. La raclée est évidente et Vermilion dit que le mieux serait de s'enfuir en profitant du temps qu'il leur fait gagner. Cependant, Burbujas doit rester avec le protagoniste, qui, très en colère, ne comprend pas comment elle peut sacrifier son peuple pour obtenir du pouvoir, ce qui semble traumatiser la fille. Cependant, le pouvoir de Dong reste insuffisant et c'est là que Burbujas apparaît. Lui faire gagner un peu de temps. Mais il est évident qu'il ne va pas la laisser seule. La sorcière attaque à nouveau et cette fois, c'est Vermilion qui s'interpose pour sauver sa mère, devenant ainsi la dernière bête sacrée qui manquait. Mais il a quand même besoin de temps. Bull utilise alors le gant des souvenirs pour distraire la fille, lui montrant son histoire depuis l'enfance quand on se moquait d'elle. Pendant qu'elle essayait de vivre heureuse avec son animal de compagnie fidèle, qui rendait tout plus supportable jusqu'à ce que la guerre entre les clans la rattrape. S'éloignant du conflit avec son animal, elle a cherché un clan pour l'accepter, mais son familier l'a trahi et abandonné dans un monde cruel, où la seule chose qu'elle a pu faire, c'est se remplir de rage.
éveillant un certain pouvoir qui n'a cessé de croître. En s'éloignant de ses émotions, elle a absorbé tout pouvoir disponible sans considérer son peuple. Même maintenant, elle exploite des esclaves pour voler leur énergie, adaptant sa tenue à celle du protagoniste, mais utilisant l'énergie de ses sujets. Il ne sait pas comment répondre à cela, avec ses proches tellement blessés, mais ici, Bulle est la motivation. Elle a les stats du personnage et ils peuvent combattre ensemble. Même destructrice, les attaques de la femme peuvent être bloquées. Les ailes de Vermilion permettent d'équilibrer le combat dans le ciel, tandis que Bulle attaque depuis le sol. Profitant de l'occasion, ils unissent leurs attaques dans un duel de pouvoir serré. Cependant, la sorcière, bien que plus forte, se laisse distraire par la culpabilité. Et c'est là que les protagonistes donnent tout ce qu'il leur reste. Lors d'une attaque combinée, la fille s'endort en perdant toutes les âmes récoltées. Ce ne sera clairement pas si simple. Ils ne peuvent toujours pas utiliser leurs inventaires pour libérer l'île, et tant qu'ils ne la tueront pas, ils auront des problèmes. Parce que maintenant, la barrière est en train de les enterrer dans les profondeurs. Malgré tout, Dong utilise un plan B, utilisant son corps à toute vitesse pour briser la barrière. Cela fonctionne, mais il se retrouve dans un état grave. Il est immobile, il échoue dans ses plans, et il ne lui reste plus qu'une seule option, étendre son aura. Personne ne peut s'échapper d'elle, ni de ceux proches d'elle. Mais à ce moment, les renforts de Ling arrivent. Et c'est Dusan qui a compris l'exploit qu'il vient d'accomplir. Le protagoniste s'occupe du reste avec un pouvoir assez impressionnant, humiliant la fille. Et peu après, tout est déjà prêt. Les prisonniers et le clan contrôlé. Mais Bulle, ayant perçu autre chose dans les souvenirs de la sorcière, lui révèle que son animal ne l'a jamais abandonné il y a des années. Elle a tenté plusieurs jours de négocier pour qu'ils les acceptent tous les deux, mais en revenant chercher sa maîtresse, elle ne l'a pas trouvé. Elle l'a attendu des jours entiers à leur lieu de rencontre, jusqu'à ce que le rude hiver terrasse la créature. C'est compliqué pour la femme, elle hésite à croire ses ennemis, mais elle avait envisagé cette possibilité. En réalisant que certains, comme son clan, peuvent vraiment lui être loyaux, elle accepte sa punition. Pendant ce temps, Ling, qui a joué un rôle important, reste avec Yuki. Malgré tout, le prota le remercie et espère les revoir tous à l'académie. Il fait ses adieux aux créatures spirituelles déjà conquises par son respect. Ils finissent par lui laisser entièrement les reliques à sa guise. En plus, Bérillon, qui est probablement la créature la plus puissante, reste avec eux. Alors, avec tout le butin, ils décident de rentrer. Cependant, c'est Moussant, qui appartient aux divinités, avant de partir, lui dit qu'ils se reverront bientôt. C'est un peu confus. Ensuite, nous allons à l'hôtel où ils s'apprêtent enfin à terminer cette mission qui a failli leur coûter la vie. Et l'albinos du clan apparaît pour réparer un peu ses actes. Elle rend l'âme de Manchi, qui a toujours protégé sa femme, comme cet esprit. Et comme le protagoniste a justement la relique pour éliminer les malédictions, il ramène les deux à leur état d'origine. Comme nous l'avons découvert, elle n'a jamais été une vieille femme. Ainsi, il termine la mission en réunissant à nouveau ce couple, qui, en guise de remerciement, leur offre un collier. La situation s'achève positivement, tandis que le protagoniste profite enfin de repos dans son royaume toujours plus surpris. Un monde de jeux vidéo avec tant de sous-intrigues, c'est surprenant. Et en rencontrant Bulle, après avoir un peu flirté, ils finissent par s'unir accidentellement. Toutes les récompenses dépensées de la mission se rendant compte qu'ils ont débloqué quelque chose et de façon abrupte, ils sont séparés. Et il s'avère que Dong est le premier joueur à trouver l'indice pour la mission principale. Cela finit par attirer l'attention des autres divinités, même Dusan, qui sont dans la même quête et ne peuvent pas rester derrière le protagoniste. À ce moment-là, la porte s'ouvre devant lui et une multitude de codes apparaissent, avec une représentation de ce qui semble être le monde réel. Que se passe-t-il vraiment dans ce jeu et dans le monde de Tianqin? Le protagoniste se pose cette question, mais reste excité. Les progrès qu'il a réalisés depuis son arrivée dans ce monde, en tant que simple squelette. Il est donc temps d'avancer pour trouver des réponses. Cependant, c'est ici que nous arrivons avec ces 2 saisons qui sont les seules de cette série, et pour le moment, il n'y a pas de nouvelles d'une suite. Mais c'est comme ça, Bilibili peut nous surprendre soudainement. Demain, avec des nouveautés, et dès qu'il y aura la moindre information, je la publierai sur cette chaîne. Abonne-toi pour ne rien manquer. Le reste, cette série est idéale pour passer le temps. L'animation est surtout en 3D, mais reste agréable. Elle est complète et sous-titrée sur YouTube. Il ne me manque plus que 2000 likes pour vite sortir un autre Donghua épique que j'ai préparé. Et comme l'a dit mon père, je vous abandonne.